Donc nous reprenons pour ce troisième volet sur l'intelligence artificielle et le droit consacré à la révolution des métiers et évolution des compétences. Autour de cette table ronde, nous avons Maître François Giraud, qui est juste à ma gauche, Solène Desprez-Braun, directrice des affaires juridiques et fiscales de France Initiative. Merci. Julia Petreluzzi, qui est docteur en droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, et du laboratoire de Nantes. Béatrice Chatin, directrice du KM-CMS Francis Lefebvre. Et Muriel Begnito, Legal Ops, voilà, toujours à Francis Lefebvre. Merci de votre présence. Donc, nous nous sommes entendus sur quelques questions auxquelles vous allez répondre au fur et à mesure pour ensuite laisser la place à un échange avec la salle. Tout d'abord, pourquoi utiliser l'intelligence artificielle, ces outils, et faut-il le faire dans vos activités professionnelles? Et si vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, pourquoi? Voilà, alors je vais peut-être faire dans ce sens-là pour commencer. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter donc le Conseil national des barreaux, donc l'institution représentative de la profession d'avocat au niveau national. Pourquoi utilisons-nous dans nos cabinets des outils d'intelligence artificielle, ou pourquoi les confrères ne l'utilisent pas? C'est un peu la question qui nous est posée. Alors, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'une des premières raisons qu'il faut se poser, c'est les cabinets d'avocats sont soumis, bien sûr, on le sait, à la déontologie. C'était l'objet notamment de la table ronde tout à l'heure. Certains confrères peuvent se dire, non, je ne vais pas utiliser d'outils parce que j'estime que certains outils ne sont pas conformes à ma déontologie, et donc ça va peut-être constituer un frein au développement de ces usages. Par contre, il y a une réalité aussi économique, une réalité factuelle, c'est que ces outils-là, nous sommes obligés de les utiliser. Je suis sûr, ça a été évoqué tout à l'heure, il y avait la directrice juridique Saint-Aubin, il y a des legal ops, tout ça. On le sait, nos clients, les directeurs juridiques, ont des outils en intelligence artificielle. Nous devons bien évidemment avoir nos outils également, mais il faut avoir les bons outils. Et donc c'est tout le travail qui est mené en ce moment, c'est de faire un benchmarking un petit peu des différentes solutions qui sont sur le marché pour voir et proposer aux confrères, aux avocats, quels sont les bons outils à utiliser pour lever ce blocage du je ne veux pas utiliser d'outils d'intelligence artificielle parce que j'en ai peur. Il faut lever cette peur, il faut lever cette crainte, et c'est tout le travail qui est mené en tout cas par le CNB en ce moment. On parlait avec un confrère tout à l'heure à Pause Café du guide qui a été donc délivré par le CNB en septembre dernier, le guide d'usage de l'IA, qui a pour justement objectif de lever ces craintes-là pour que les confrères utilisent les outils. Donc pourquoi utilisons-nous? Il faut les utiliser parce que c'est une réalité, c'est une contrainte et c'est un atout. On va y revenir, je pense, tout à l'heure. Voilà la position, à mon sens, du pourquoi utiliser les outils d'intelligence artificielle dans les cabinets d'avocats. Bonjour à tous, donc Julia Petreluzzi, je suis donc docteur en droit et aussi juriste. Donc je peux vous apporter mon expérience sur un double niveau. Peut-être la réponse première, la plus rapide, c'est ma casquette de juriste. Donc je suis juriste dans une filiale de la Société Générale. Et alors nous, on est assez, on nous restreint en fait beaucoup sur l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle, et pour une raison, alors vous parlez de la crainte, il y a peut-être un petit peu de crainte sans doute, mais c'est aussi parce que nous sommes un établissement régulé et que, pour le dire très clairement, on a peur d'où nos données peuvent aboutir, et voilà, c'est une question de confidentialité et on n'est pas friand en tout cas, et on développe peu et peut-être à tort ces outils au sein de notre structure. Maintenant, en tant que docteur en droit, j'ai donc fait une thèse, et une thèse sur l'IA, donc une thèse juridique sur l'IA, et je n'ai jamais utilisé l'IA pour faire ma thèse, tout simplement parce que déjà ça ne m'est jamais venu à l'esprit, quand bien même je réfléchissais IA tous les jours de ma vie. Je n'ai jamais pensé à utiliser l'IA parce que
Je pense que je voulais aussi, il me paraissait normal de retranscrire les facultés juridiques que l'on m'a inculquées pendant tout mon cursus scolaire. Et je voyais difficilement comment je pouvais être jugée par mes pairs sur une thèse. Une thèse, c'est quand même un exercice final qui cumule donc toutes les facultés que l'on attend d'un juriste. Et j'imaginais difficilement être jugée par mes pairs sur une thèse qu'on aurait pu finalement dire qu'elle aurait pu être augmentée parce que j'aurais eu recours à l'IA pour reformuler ou repositionner mes idées. Voilà, pour moi, c'était quelque chose qui n'a pas été, que je n'ai pas eu recours à l'IA et ce n'était pas concevable. Et encore une fois, je pense que si quand on fait une thèse, il y a aussi tout un travail d'appropriation de sa propre pensée. Et avoir recours donc à l'IA, pour moi, c'était quelque chose qui allait à l'encontre de ça. Bonjour, je suis Béatrice Chatin, donc je travaille, je coordonne le pôle de Knowledge Management du cabinet CMS Francis Lefebvre. Et donc, justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Giraud a dit. Il y a une réalité client, un cabinet international et pluridisciplinaire se doit, puisque nos propres clients utilisent aussi l'intelligence artificielle, nous devons être en mesure de donner une recommandation, un avis, si nous sommes sollicités en ce sens. Mais ce n'est pas seulement une nécessité, il y a aussi une vocation d'innovation du cabinet qui aime bien participer aux transformations du métier. Et enfin, on a aussi sa culture de gestion de la connaissance, qui peut être justement... L'intelligence artificielle peut être un levier pour ces types de richesses au sein des structures. Personnellement, j'utilise l'IA tout le temps. Je l'utilise pour des choses qui sont simples au quotidien, traduction, un compte-rendu, même si je peaufine à la fin ce que je produis, enfin ce que l'IA produit, évidemment, mais ça me paraît effectivement assez utile. Au sein de mon équipe, très vite, au niveau de knowledge management, on les a embarqués dans les tests et la découverte de ces outils. Donc aujourd'hui, elles font un lien, je dis elles parce qu'on n'a que des femmes, et elles font un lien très fort parce elles font beaucoup de recherches, et comme on a des outils de recherche juridique et des outils généralistes pour des cas d'usage un peu plus larges, moins experts, si je puis dire. Donc, tout ce qui concerne la recherche juridique, elles ont l'habitude, elles ont le réflexe. Et donc, aujourd'hui, elles accompagnent aussi, en termes de cette recherche, aux avocats qui peuvent avoir besoin d'échanger sur des cas d'usage qu'ils font eux-mêmes. Et enfin, très récemment, nous insistons pour suivre toutes les retours d'expérience des avocats qui utilisent l'intelligence artificielle, les outils qu'on a mis à disposition. Alors, il y en a effectivement ceux qui les utilisent. On a un bon socle d'avocats qui adorent ça et qui l'utilisent, avec évidemment toutes les précautions. Mais qui considèrent que ça leur apporte quelque chose. C'est pour faire des comparaisons des documents. Évidemment, les outils que nous utilisons sont sécurisés dans des serveurs en Europe, avec toutes les mesures que l'on peut contrôler, en tout cas en matière de cybersécurité et de confidentialité. Et évidemment, on prend nos précautions, mais il y a une véritable conviction que ça peut apporter un bénéfice, en tout cas, dans notre quotidien. Et il y a des avocats, effectivement, quand on les interroge pourquoi ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle, et ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas pris le réflexe, un peu ce que vous disiez. Ils n'ont pas le réflexe de chercher parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Parfois, certains disent « je ne sais pas exactement si la question que je pose va être comprise, je ne sais pas prompter. » Bon, voilà, il y a un certain nombre de réserves, et c'est là où on doit intervenir pour les accompagner et pour leur expliquer
élever un petit peu ces freins et qui sont un peu naturels. Mais il y a une véritable conviction que ça peut apporter, que c'est une opportunité, l'intelligence artificielle. Je vais commencer par vous dire que je viens d'une formation juridique à la base, donc sciences politiques et juridiques, et sciences politiques et droit, du coup, que j'ai complété à la suite par une autre formation en transformation numérique pure, où j'ai fait de la gestion de projets spécialisés dans l'informatique. Et cela m'a permis de pouvoir concilier les deux. Je dis ça justement parce que mon mémoire que j'ai fait à la fin de mon second master en numérique était porté sur l'explicabilité de l'intelligence artificielle pour les métiers. Donc, pour qu'un métier que les besoins d'un métier soient repris dans des solutions d'IA, il faut déjà que ces métiers puissent comprendre comment les outils d'IA procèdent. Donc, c'est très important d'utiliser, pour moi, je trouve que c'est très important pour les métiers d'utiliser de l'IA pour pouvoir retranscrire leurs besoins dans les outils. Donc, aujourd'hui, moi, je suis LegalOps au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Donc, l'IA, je l'utilise tous les jours. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme outil d'IA sur le marché, les LegalOps qui accompagnent, que ce soit les avocats dans les cabinets ou les juristes dans les directions juridiques, sont obligés d'accompagner ces personnes-là sur la prise en main des outils de LegalTech à la base, mais de plus en plus d'outils de LegalTech intègrent de l'IA. Donc on ne peut pas se dire qu'on va accompagner des gens, mettre en place des solutions pour eux, sans avoir une certaine expertise sur ces outils-là. Donc le LegalOps aujourd'hui est obligé d'utiliser de l'IA et c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc ça va être sur des cas d'usage qu'on va tester avec les avocats. Donc ça peut être faire des résumés avec de l'IA, faire des audits, générer des contre-arguments, par exemple, dans des procédures spécifiques. Donc, c'est des solutions qu'on est en train de tester et ce qui fait que l'IA est dans ma pratique au quotidien. Donc pour ma part, je dirige une équipe d'une dizaine de personnes et personne au sein de la direction juridique, ni moi-même, n'utilisons l'IA. Alors, est-ce que c'est de la peur de l'IA ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est une réflexion qui est un petit peu différente parce qu'à mon sens, il convient de distinguer deux types d'IA. D'abord, ceux qu'on va créer en interne. Ça a été le cas, on a vu tout à l'heure de Saint-Gobain, où là, on a une parfaite maîtrise des données d'entrée et donc des données de sortie, où effectivement, parce qu'on va avoir une note de cadrage claire, on va pouvoir derrière s'assurer que la finalité que l'on recherche est atteinte, avec notamment le gain de temps, la maîtrise des données. Mais en revanche, j'ai beaucoup plus de réserves, et ça je l'admets totalement, sur les IA qui sont, elles, créées en externe. Et notamment parce que, et je l'assume, parce que j'ai peur qu'à terme, cela vienne aliéner la réflexion, et c'est quelque chose que je sais qu'on abordera tout à l'heure. Au niveau des exemples que j'ai choisis pour illustrer mes propos, il y en a un qui concerne la fiscalité et l'autre le droit des contrats. Au niveau de la fiscalité, toutes les semaines, avec mon équipe, on est obligé de faire la veille pour pouvoir derrière justement s'adapter, pouvoir le remonter à nos clients et puis soit aller chercher des sources d'optimisation, soit au contraire revenir sur quelque chose qui avait été décidé précédemment. Dans ce contexte-là, si je fais des recherches dans un outil d'IA, en tout cas, et peut-être vous me démontrerez le contraire, j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes cet après-midi, il me semble que si, par exemple, je vais chercher une jurisprudence et que je vais dans la thématique sous-traitance, l'IA va donc effectivement me sortir un exposé des moyens et ce qu'il faut retenir de la décision. Mais au final, lorsque nous, on fait ce travail d'aller à chaque fois lire les arrêts, alors vous allez dire que c'est pas le plus passionnant, mais je ne suis pas totalement d'accord parce que je pense que ça sert vraiment la formation de juriste. Et surtout, lorsque je fais cet exercice-là, potentiellement, oui, j'étais sur une jurisprudence sous la sous-traitance, mais je vais identifier un moyen qui concerne, par exemple, une procédure et je vais faire un lien avec un autre dossier, une autre affaire. Et finalement, ce côté humain, cette interprétation humaine, elle va aller au-delà
au-delà, encore une fois, de ce que l'IA peut apporter. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que finalement, il disait que ça pouvait aller plus vite de prendre un stylo et son crayon que d'utiliser l'IA. Bien évidemment, ça ne s'applique pas pour tout. Si on a un document de 250 pages et si on a 2 pages, c'est pas la même réflexion. Mais c'est vrai que j'ai cette crainte-là sur effectivement la capacité de l'IA à interpréter. Et l'autre exemple, c'est l'utilisation des trams automatisés. Bon, si je suis là aujourd'hui sur cette table ronde, c'est justement pour témoigner au niveau de comment ça se passe dans une direction juridique et en tout cas comment ça se passe dans la mienne, puisque vous l'avez compris, chez Saint-Gobain, ils sont très avancés sur ces sujets-là. Et ce que nous, on expérimente, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de trams qui ont été rédigés par des humains. Et nous aussi, on n'est que des femmes. et donc, à partir de ces trams, on a créé pour les commerciaux ce qu'on appelle en interne le manuel des modifications mineures. Et ce manuel, c'est, lorsqu'il y a un certain nombre d'alternatives, la possibilité justement pour les commerciaux d'aller chercher les clauses et de les remplacer. J'estime, encore une fois peut-être à tort, que dans ce contexte-là, l'IA ne peut pas être une aide, dans le sens où lorsque les commerciaux viennent nous voir pour une demande de ce qu'on appelle un contrat spécifique, c'est justement parce qu'il y a une spécificité. Soit parce que c'est un client qui veut imposer une de ses clauses, c'est le cas souvent sur tout ce qui est compliance, soit parce qu'il estime que le wording, c'est pas très beau de dire ça comme ça, mais que la clause, celle qu'on l'a rédigée, ne permet pas de répondre à une interrogation. Et finalement, il souhaite voir des mots en particulier et il insiste là-dessus. Et à mon sens, là, l'IA ne peut pas venir remplacer ce travail de l'humain parce que justement, on n'est pas dans quelque chose qui peut être anticipé et qui nécessite justement soit un échange avec les juristes en face, soit directement avec le client selon la taille du client. Pour conclure, vous l'avez compris, je suis favorable aux IA qui sont créées en interne. J'ai plus de réserves en revanche pour celles qui viennent d'un contenu extérieur. Je ne pense pas que l'IA va venir répondre à toutes les problématiques de main-d'œuvre ou de problématiques de gain de temps, dans le sens où, et on l'a vu avec l'exemple de Saint-Gobain, construire un système d'IA, ça prend du temps. On a entendu 2 ans. Et selon les matières, les sujets vont tellement vite qu'en fait, à peine vous avez terminé quelque chose que on est déjà passé à autre chose. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai assez de réserves sur le sujet, mais je suis ouverte, bien sûr, à la discussion. Merci. Alors, vous avez déjà anticipé un peu la seconde question qui est le comment avoir usage à ces outils. Est-ce que votre environnement est propice à l'utilisation de ces outils? On a entendu parler de craintes techniques, craintes juridiques, craintes aussi de perdre en qualité finalement de travail. Et donc, est-ce qu'il y a, selon vous, des leviers pour dépasser ces craintes? Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche en utilisant ces outils? Oui, c'est vrai. Comment déployer en fait ces outils? Donc, on a bien vu, il y a un besoin, il y a des craintes qui ont été identifiées, les outils internes, les outils externes. Je pense que le préalable, mais c'est vrai que j'ai été très rapide au début, c'est vrai que la base, c'est de vérifier où rentrent les données et où elles sortent. Ça, je veux dire, c'est la base. Et qu'à partir du moment où on maîtrise les flux d'entrée et de sortie comme un outil en interne, c'est sûr qu'on est 100% sécurisé. Après, ce qui est aussi une réalité, c'est qu'on peut très bien prendre des solutions sur étagère qui peuvent être sécurisées, mais en fait, il faut savoir décortiquer la machine, ouvrir le capot et voir comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est tout le travail, en tout cas, qu'il faut mener lorsque un cabinet s'équipe. Donc, c'est vrai que ça peut être des frais, mais il y a aussi la possibilité de greffer des surcouches sur des solutions existantes. Et bien évidemment, le b.a.-ba, c'est d'assurer la sécurité des données. Le secret professionnel, on le sait, dans les cabinets d'avocats, est fondamental. Et donc, la cybersécurité et la compliance est fondamentale. Ça, j'ai envie de dire, c'est le préalable indispensable pour pouvoir utiliser un outil. Ensuite, comment faire pour essayer de déployer ces outils? J'ai envie de dire, il y a plusieurs leviers. Vous posiez la question de comment essayer d'inciter, développer pour faire en sorte que les outils puissent se déployer. On sait qu'il y a des réalités économiques qui sont réelles. Ça coûte cher. Même les outils sur étagère, ça peut coûter très cher. Et donc, il faut pouvoir s'adresser à l'ensemble des personnes. Le CNB, nous, on représente les 76 000 avocats
Et on sait que exercer dans un cabinet anglo-saxon à Paris pour s'adresser à de grandes multinationales, ça va pas être le même job que l'avocat pénaliste en Corrèze ou à Clermont-Ferrand qui va s'occuper de particuliers. Pourtant, il est vrai que chaque avocat va peut-être avoir des cas d'usage différents, puisque l'avocat qui fait du pénal ou du droit de la famille en région va forcément aussi avoir besoin d'avoir une argumentation détaillée et va pouvoir, et il faudrait qu'il puisse utiliser ces outils-là. Et donc, c'est là où c'est important d'identifier les cas d'usage. Donc, on parlait voilà, des due deals, voilà. Donc, il peut y avoir des outils qui soient déployés là-dessus, et donc avec des infrastructures dédiées, avec des outils dédiés, une sécurité de données pour pouvoir permettre aux cabinets qui veulent ce cas d'usage-là, le déployer. Mais il y a aussi, de l'autre côté, d'autres cas d'usage, on va parler du judiciaire de manière générale, pour pouvoir déployer ça. Donc, il faut savoir déjà distinguer bien les cas d'usage et, en fonction des solutions qui sont sur le marché, savoir aussi orienter. Voilà, un cabinet en droit des affaires, ça ne sert à rien de prendre une Ferrari en judiciaire si tu ne fais pas du tout de contentieux. Par contre, prends une Ferrari en termes d'outils en matière de duty. Voilà, ça, c'est vraiment, je pense, à mon avis, des bons réflexes à donner, tout en gardant, bien sûr, en toile de fond les problématiques de sécurité, de déontologie, etc. Le deuxième levier, c'est la formation. Ça a commencé à être évoqué, on parlait tout à l'heure de la formation qu'on a tous reçue en fac, et nous on sort de la fac, on n'a pas utilisé les outils d'IA. Par contre, ceux qui sont actuellement à la fac, eux, ils baignent dedans, et c'est important de les sensibiliser aux risques de ces outils-là pour qu'ils puissent demain être opérationnels. Je m'adressais l'autre jour à une promotion de nouveaux étudiants et élèves avocats qui rentraient sur le marché. Je leur ai dit, vous êtes la génération pivot, où vous avez commencé à avoir des outils d'IA qui sont arrivés généralistes, mais vous ne saviez pas les maîtriser. Mais par contre, vous allez arriver dans les cabinets dans 2 ans et on vous demandera d'être opérationnel. Et pourtant, on voit qu'ils vont devoir se former. Encore une fois, c'est le rôle du CNB, et là-dessus, on s'y attelle avec ma collègue en charge de la formation, tant au point de vue initial, formation initiale pour les élèves avocats, qu'au niveau de la formation continue pour les confrères en exercice, de fournir des solutions et inciter les écoles et les ordres à déployer sur l'ensemble du territoire des formations. On en parlait tout à l'heure, comment prompter. Voilà. Est-ce qu'il y a des outils ou pas ? Voilà. Envoyer des formateurs pour inciter les confrères à prompter, parce que c'est bien d'avoir un outil, mais si on ne sait pas l'utiliser, c'est inutile. Donc, tout ce travail-là, au niveau de la formation, est également essentiel et va permettre en fait, de déployer, de développer et de lever ces freins progressivement, tout en ayant conscience, encore une fois, des obligations que l'on peut avoir derrière. Et un dernier point, je pense, et là-dessus, c'est aussi un rôle qui est important, c'est, j'ai envie de dire, être acteur de ces jeux-là. Parce que il ne faut pas rester à l'extérieur de la partie, voir comment ça fonctionne, et après dire « Ah bah oui, mais trop tard, le train il est passé, je ne suis pas content de sa couleur. » Trop tard, déjà, 1, il est parti du quai, et 2, vous n'étiez pas dedans, donc 3, vous n'avez pas pu déterminer la couleur du train. Donc c'était un petit peu l'objectif qu'a eu le CNB sur l'initiative. Donc vous avez eu tout à l'heure la présentation de Thomas Saint-Aubin sur les gars Data Space, de participer notamment à ces initiatives qui sont en cours, et donc ça, c'en est une parmi d'autres. Mais en tout cas, le CNB là-dessus essaye par des actions de lobbying politique, de soutien, et il y en a d'autres, notamment avec la Cour de cassation, qui sont en cours, pour essayer de déployer des outils qui soient conformes à une certaine vision de la profession, une certaine vision du droit tel qu'on l'a. Vous avez eu l'exposé tout à l'heure sur la question de la souveraineté du droit romano-germanique, donc le droit civil comme nous, pour ne pas en fait se retrouver détourné par des outils anglo-saxons qui vont demain changer la donne. Je donne un exemple très simple. J'avais utilisé un outil, je ne vais pas le citer, mais donc je fais le prompt, je récupère une décision et on me sort, selon le précédent de la Cour d'appel d'Angers, votre solution est la suivante. Déjà, 1, ça n'a rien à voir. Et 2, j'avais envie de dire, il n'y a pas de notion de précédent en droit français. Mais puisque c'était une surcouche quand je discutais avec le patron de la solution en question, il me dit « Ouais, mais moi, je t'ai mis une surcouche ChatGPT, c'est bon. » Je dis « Oui, mais bon, ta surcouche, elle n'est pas efficace du tout. » Donc, on voit bien que les outils ne sont pas encore très matures. Il faut savoir analyser les outils, il faut savoir regarder ce qu'il en est. Et on va en parler tout à l'heure, mais il y a des opportunités, mais il ne va pas y avoir, on va dire, de déflagrations, comme on nous l'annonce, disparition des
de certains jobs ou autres, il va y avoir des changements. On en parlera un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est de dire, voilà, comment déployer les outils d'IA, comment lever ces freins. À mon sens, c'est ça les trois axes, en tout cas, que j'avais pu, 3-4 axes envisager au niveau du CNB. On va dire la sensibilisation des confrères avec le guide pratique de l'IA qui a pu être fait pour accompagner les gens. 2, assurer une formation des confrères. Assurer aussi une lecture des cas d'usage différents pour pouvoir orienter les gens. Et enfin, faire des actions de lobbying pour faire en sorte que les confrères soient, on va dire, rassurés sur ces outils-là. Et bien évidemment, quand je parle des confrères, c'est les cabinets dans leur ensemble, incluant l'ensemble des services. Et je sais qu'ici, on est à HUE Connexion avec, bien évidemment, également des documentalistes et tout ce qui gravite autour. Merci. Alors, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'aurais du mal à le résumer mieux que ça. Peut-être pour reprendre sur l'importance effectivement de pouvoir distinguer les métiers au sein des juristes et les outils. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir préciser en fonction des métiers les besoins de chacun pour l'ensemble des outils IA qui s'offrent à nous. On parle souvent du gain de temps. On utilise l'IA pour gagner du temps. Eh bien, par exemple, pour un juriste, oui, moi c'est vrai qu'on l'utilise donc peu, mais on utilise un peu l'IA pour gagner du temps dans les tâches qui ont une faible valeur ajoutée ou des tâches donc, répétitives ou tout simplement des tâches administratives. En revanche, quand je repense plutôt à la recherche juridique, quand on est étudiant, en fait, le gain de temps, on ne cherche pas le gain de temps quand on fait des études de droit. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir cibler quelle offre on propose, quelle offre d'outils d'IA on offre aux chercheurs, étudiants, professeurs, et quelle offre on propose donc aux avocats, aux juristes. Mais voilà, pour moi, il y a une vraie distinction à faire là-dessus aussi. Alors, au cabinet, on considère que tous les avocats doivent avoir accès à l'intelligence artificielle. Je mets de côté les stagiaires. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc, on incite aux avocats à participer. Mais ce n'est pas sans contrepartie. Le premier écueil, c'est qu'il faut tester. Donc, il y a un noyau d'avocats qui aiment tester les outils et les tests sont assez contraignants. On a des réunions toutes les semaines pour savoir si ça fonctionne bien, si ça répond aux besoins, s'ils ont des questions. Donc, c'est assez contraignant. Ils s'engagent aussi à faire des retours sur ce qu'ils ont fait, les cas d'usage et pourquoi ce n'était pas bien, etc. C'est un premier pas à franchir. Ensuite, il y a une formation. Il y a un parcours de formation obligatoire. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de licence accessible. Il n'y a pas accès à l'outil. Et on a aussi la signature d'une charte d'IA qui sensibilise à tous les sujets, que ce soit la protection des droits d'auteur, la confidentialité, l'éthique, toute la partie des AI Act, enfin tout ce qui est justement qui est promu par l'IA Act qui doit être donc respecté. Donc, tous ces sujets sont conditions sine qua non pour pouvoir poursuivre avec l'intelligence artificielle au sein du cabinet. Ensuite, il y a la partie que vous posez comme question, est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce qu'on gagne du temps? Alors, tout est relatif. On a des outils de recherche juridique, effectivement, et donc, les avocats ils disent, bon, d'abord, il y a l'expertise de la personne qui pose la question, de l'avocat. Est-ce qu'il est expert? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que l'outil est véritablement entraîné avec les données dont j'ai besoin ou pas? Est-ce que je pose la bonne question? Enfin, il y a une quantité de facteurs qui font qu'on peut avoir un bon résultat ou pas. Alors, avec un outil de recherche juridique, ils font une recherche sur un sujet qui souhaitent débroussailler, parce qu'ils ne le connaissent pas bien, ce n'est pas un sujet qu'ils maîtrisent. Donc,
considère qu'il gagne du temps parce qu'il y a un panorama rapide d'un certain nombre d'éléments qui les aident à avoir une conception rapide de ce qu'ils cherchent. Et lorsqu'il s'agit d'une question experte, une tête d'épingle, alors là, c'est un peu plus compliqué de dire qu'il y a un gain de temps parce qu'il faut vérifier et probablement ce n'était pas exhaustif ou ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Mais néanmoins, ils considèrent de manière générale que ça peut servir à avoir des idées. Parfois, ils trouvent des idées auxquelles ils n'avaient pas pensé ou qui confirment que toute la recherche qu'ils ont faite au préalable, elle était correcte, qu'ils ont fait le tour de la question, ils n'ont pas loupé des choses. Donc, il y a des petites aides au quotidien qui peuvent faire gagner du temps. Alors, est-ce que gagner du temps signifie productivité? Pas si sûr. Parce que si effectivement on peut gagner du temps d'un côté, mais on n'a pas forcément la possibilité d'utiliser ce temps pour d'autres choses, parce que par ailleurs, il faut ne serait-ce que vérifier de manière très exhaustive. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a une certitude. De toute façon, on est en cours d'adoption de toute cette technologie. Et quelqu'un disait avant, effectivement, on est encore au creux de la vague, on a beaucoup de choses à apprendre et les outils aussi se perfectionnent. Donc, je pense que pour la productivité, ça reste à prouver. Ce que je veux rajouter aussi, c'est que nous, on a la chance d'avoir une DSI qui est très active, ce qui fait que tous les outils qu'on intègre au sein du cabinet, il y a une analyse qui est faite bien en amont et on est sûr des données qu'il y a dans ces outils-là. Et ce qu'on fait aussi aujourd'hui, c'est qu'on prépare des cas d'usage spécifiques. Donc, il y a une sorte de scénario de cas d'usage qui est préparé pour permettre aux avocats d'avoir quand même quelques billes et de ne pas être confrontés aux outils juste comme ça et réfléchir d'eux-mêmes. Donc, on prépare des cas d'usage, donc c'est quelque chose qui aide. On est en train de réfléchir aussi à comment on va pouvoir former les collaborateurs et même les stagiaires dans le futur. Ça, c'est un sujet, comme Béatrice l'a dit, qui nous intéresse beaucoup. Parce que si on les recrute derrière, ils seront quand même obligés d'utiliser les outils qu'on a mis en place. Donc, la formation, c'est un gros sujet chez nous. Et ce qu'on pense à faire aussi, c'est d'intégrer certains processus, pour certains projets de nos avocats, intégrer un processus où l'IA va être présente. Si par exemple, quand on fait un audit en fusion-acquisition, par exemple, et qu'on a 1000 documents et qu'on cherche une information précise dans ces documents, s'il y a un outil qui peut permettre d'extraire cette information précise, et qu'on a déjà fait plusieurs fois le cas d'usage, on peut mettre ce type d'opération dans un processus qui sera intégré pour que, à chaque fois qu'il y ait un projet qui y ressemble, on puisse avoir un recours directement à ce type de cas d'usage, par exemple. Donc, c'est des solutions qu'on est en train de voir chez nous au cabinet. Finalement, j'ai le sentiment qu'il y a une problématique qui tourne entre qu'est-ce qu'on veut faire de cette IA pour demain, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat à voir s'il y aura IA ou il n'y a pas IA, mais c'est vraiment quel usage on veut en faire. Et c'est là peut-être où finalement nos avis diffèrent. Je travaille pour une société qui est spécialisée dans le financement de l'innovation pour les sociétés innovantes, tout ce qui est projet de R&D, etc. En interne, on a un service qui est dédié à l'IA. Donc, je ne suis absolument pas opposée à l'IA. L'IA est quelque chose de fantastique quelque part parce que c'est vrai que ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais là où j'ai des réserves, et vous l'avez compris, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Maître Giraud, notamment sur la formation, là où j'ai plus de réserves, c'est sur l'usage qu'on veut faire de l'IA au niveau du droit. À mon sens, la plus-value d'un juriste, c'est sa capacité à interpréter. C'est ça qui fait que, justement, aujourd'hui, on est juriste ou on ne l'est pas. C'est pas simplement avoir des connaissances, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances. Et je suis inquiète des conséquences sur le moyen et long terme sur la profession. Moyen terme, enfin court terme plutôt non, parce qu'effectivement, nous qui utilisons l'IA ou qui voulons l'utiliser, nous avons un certain nombre de garde-fous, et tout ce que vous mettez par ailleurs en place avec les codes éthiques, etc. Mais surtout, justement, cette capacité à interpréter. Et je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, dans le sens où il va falloir être extrêmement vigilant dans la formation qu'on va faire aux juristes de demain pour qu'ils n'hésitent pas certes à se servir de l'IA, mais surtout à en challenger les résultats. Parce que la vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est justement cette capacité à réfléchir en autonomie
Et il va falloir aussi être extrêmement vigilant à l'uniformisation de la pensée, qui est une vraie problématique. Et en déléguant cette réflexion à l'IA, j'ai peur qu'on arrive finalement à une certaine paresse intellectuelle. Qui avait envie, en première année de droit, d'analyser les fameux commentaires d'arrêt? Personne. Aujourd'hui, on fait ça, les doigts dans le nez, avec un verre dans la main. Il n'y a plus de problème. On en a fait. Si aujourd'hui, un étudiant passe systématiquement par l'IA, il ne va pas pouvoir justement générer les bonnes capacités intellectuelles qui le permettent de le faire. Et là, je vais vous rappeler, peut-être pour certains d'entre vous, lorsque vous étiez au collège et qu'on apprenait l'anglais et que c'était les débuts de Google Translate. Et alors, il y avait ceux justement qui trichaient pour faire leurs devoirs. Aujourd'hui, ils ne parlent pas anglais. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur la formation et je suis contente d'entendre qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et par contre, se pose quand même la question de quel va être le juriste de demain. Et c'est là où effectivement, je ne suis pas convaincue que nous partageons tous la même opinion. Je ne parle pas au sein de cette table ronde, je parle de manière beaucoup plus globale, puisqu'il y a toujours les mêmes objectifs d'optimisation, de vouloir toujours le gain. Mais derrière, il y a aussi le coût. C'est-à-dire la contrepartie pour ce gain, justement. Alors, je remercie et je bois du petit lait en tant qu'enseignant du droit universitaire. Nous sommes vraiment dans l'œil du cyclone. On doit former les juristes et on ne sait pas comment les former. Donc, on a besoin justement du retour des professionnels pour nous dire comment ils voient l'évolution de leur métier sous l'effet de cette IA qui s'impose finalement tout de même à vous toutes. Et donc, est-ce qu'il va y avoir un changement de compétences? Est-ce qu'il faut conserver des compétences? Effectivement, l'appréhension de savoir lire une décision nécessite de l'entraînement. Et de l'entraînement, c'est cet effort de lire et analyser les uns après les autres les arrêts sur les fiches d'arrêt des chargés de TD. Donc on est passé par là, mais est-ce que ça doit changer? Est-ce que c'est une vision un peu vieillotte de voir les choses, ou au contraire il faut les maintenir? Donc voilà, ma dernière question, vous comprendrez, dont les réponses sont très importantes pour l'université. Je suis tout à fait d'accord. En fait, le point fondamental, c'est que oui, il va y avoir des outils, mais il faut savoir les utiliser. Pour savoir les utiliser, il faut être formé à l'utilisation. Et en fait, nous, on commence à le voir, donc c'est très bien, mais l'essentiel, je pense, à la base, c'est la formation, comment devenir juriste. Je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Et donc, c'est vrai que ça revient un peu dans le giron de l'université, de comment former les juristes de demain et comment les former. Et j'étais sur une table ronde, je crois que c'était avec un prof de la Sorbonne, une fois, c'était au rendez-vous de transformation du droit, ou sinon c'était le doyen Clémour, parce que je suis avocat au barreau de Montpellier, j'ai oublié de le dire, mais le doyen Clémour, donc doyen à la fac de droit à Montpellier, disait qu'il faut que la fac, au-delà des outils, surtout travaille à développer l'esprit critique en fait de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on va utiliser les outils d'IA, très bien, mais en fait la base, c'est ça qu'on a appris à la fac, quels que soient les outils. Avant, quand on utilisait du papier, je me souviens à l'époque, on allait à la fac, à la BU, on regardait les formulaires papier. Maintenant, on a tout sur dalloz.fr ou LexisNexis ou n'importe quel outil. Bref, on l'a sur notre ordi. Au final, demain, l'IA, ce sera juste une nouvelle modalité de récupérer la donnée et de récupérer la connaissance. Par contre, le travail du juriste sera toujours de bien l'interpréter. Et c'est pour ça que je pense qu'il est fondamental de garder ça en tête. Ça ne changera pas en fait le travail. C'est juste qu'il va falloir bien former les gens pour bien l'utiliser. Au-delà de ça, je pense que, en tout cas dans nos organisations, dans les cabinets d'avocats, ce qu'on a identifié, ça va être un changement de paradigme vraiment au niveau du fonctionnement. Parce qu'on va, donc, si on regarde hier, ce qu'on faisait, c'était on avait un triptyque, on envoie la recherche, ensuite on produit les écritures, les contrats ou autres, et on restitue au client avec une vision, une stratégie, un conseil. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la recherche et la production sera pour partie gérée par l'IA. Il faudra avoir l'esprit critique suffisant pour assurer la supervision, la vérification des sources et la coordination pour voir tout ça, tout en ayant en tête que est-ce que les outils sont bien, est-ce qu'ils sont sécurisés, est-ce que les données sont bonnes, etc. Et donc avoir tout ça en tête. Donc il va y avoir un travail de supervision qui sera nouveau à réaliser. Et à la fin, on aura toujours une question de restitution de conseils, de stratégie à apporter au client. Parce que c'est ça que le client nous demande. C'est d'avoir un conseil, une vision, une stratégie et de l'accompagner dans ce cadre-là. C'est pas juste de faire des copier-coller et de récupérer de la connaissance. C'est de savoir l'interpréter, ça a été évoqué à l'instant, pour pouvoir ensuite l'adapter aux besoins du client.
Et donc, ce changement de paradigme dans notre fonctionnement va entraîner nécessairement des modifications et des changements dans nos organisations, que ce soit en termes RH, ça a été évoqué, ou en termes aussi d'honoraires. C'est mon confrère avec le Calénac qui le disait tout à l'heure, donc je vais pouvoir en parler. En termes RH, déjà, dans un premier temps, je pense que du coup, les autres intervenants pourront rebondir. Euh, Comment, en tout cas, alors là, c'est Escalité, président de la commission prospective, je parle, c'est pas une position CNB officielle, mais en tout cas, moi, la vision des choses, c'est à date, les cabinets fonctionnent, on va dire, à la verticale. Donc, on a l'associé qui fait bosser la collab, qui fait bosser les stagiaires. Bon, ok. Si demain, en fait, et ça a été évoqué à l'instant, bah, du coup, l'IA fait un travail qui est meilleur que le stagiaire. J'ai fait un test une fois, c'était efficace. Et bah, le but du jeu, c'est pas de dire au stagiaire, bah, t'es plus mauvais que l'IA et donc du coup, je vais te remplacer. Non, c'est d'accompagner le stagiaire dans l'utilisation de certains outils, ne pas les donner bien sûr parce qu'on sait qu'ils n'ont pas le recul, etc. Donc faire en sorte de l'intégrer dans une équipe. Et moi, je vois les choses, au lieu d'avoir une pyramide, c'est d'avoir une gestion d'équipe, une gestion de projet. C'est-à-dire que l'associé doit mener son équipe avec ses collabs, ses stagiaires et ses paralégal éventuellement s'il est dans une grosse structure, mais il doit mener ça dans l'intérêt du client. Et donc, il faut qu'on passe vraiment d'un changement de paradigme dans nos organisations, dans notre vision de mener le travail avec nos équipes dans l'intérêt du client. Et à mon sens, changer et essayer de casser ce schéma vraiment hiérarchique pyramidal. Bien évidemment, le client devra avoir affaire à l'expertise, au conseil et à l'expérience de l'associé. Mais derrière, il faut arriver à mener des équipes un petit peu différemment. Et aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure, les honoraires. Comment faire facturer des honoraires si avant on facturait 5 heures de recherche, alors que demain, on parlait de due deal là tout à l'heure, clac, on va chercher une information, au lieu de demander à quelqu'un pendant 5 heures de regarder tous les dossiers, on va cliquer, on va récupérer l'information, ça nous aurait pris 5 minutes. Donc là-dessus, pareil, il va falloir avoir une adaptation des honoraires. Tout à l'heure, on parlait d'honoraires d'ordinateur, d'honoraires par rapport à l'honoraire humain. Il va y avoir des questions à se poser là-dessus. Et donc, toutes ces réflexions-là sont au cœur des réflexions qu'on a en ce moment, en tout cas au niveau du CNB, plus largement au niveau de la commission prospective, pour essayer de voir et accompagner les confrères dans ces changements, parce qu'il va y avoir quand même des grandes transformations. C'est pas grave. Je veux dire, à l'époque, et ça, c'était sur une autre intervention, on m'avait dit, non mais à l'époque, on facturait le trajet pour aller à la bibliothèque, à l'université, pour récupérer dans les papiers, pour revenir au cabinet. J'ai dit, oui, non, là, j'ai pas connu. Mais maintenant, on a tout sur ordinateur. C'est pareil. Demain, ça va changer dans le même sens et il faut pas avoir de difficultés. Troisième impact, je pense qu'il y aura, c'est plus au niveau déontologique, ça a été évoqué par mon confrère tout à l'heure, mais aussi par Thomas Saint-Thomas, la notion de consultation. Parce que, je l'évoquais également, le problème qu'on va avoir, c'est est-ce que la question du périmètre du droit, la question du conseil, de la consultation juridique, c'est un vrai sujet. Parce que, on le sait, c'est inscrit dans le RIN, la notion de consultation juridique, c'est information personnalisée donnée par rapport à une problématique. Ok. Mais si demain, un avocat prompte avec un outil conforme, cybersécure, les données vont bien, mais il prompte, il récupère une information qui est, et donc la consultation est établie à 60-80% par l'IA. Il supervise, il vérifie, il coordonne et il donne le conseil au client. Il engage sa responsabilité, il donne un conseil, fait à 60-80% par une intelligence artificielle. Est-ce qu'on appelle ça une consultation? Est-ce qu'il faut donner les informations sur la transparence? Ça a été évoqué sur la précédente table ronde. Est-ce que on le définit comme ça? Encore une fois, la question n'est pas tranchée, mais c'est sur la table. Et il y a un vrai sujet, parce que demain, on le sait, les Legal Tech hier, et ça a été évoqué, du coup, venaient donner de l'information juridique. Mais si demain, des IA, des agents conversationnels greffés sur des Legal Tech comme ça, vont dans la main de tout un chacun, et que ce tout un chacun vient en nous disant « Ah, mais moi, j'ai eu une consultation sur Internet par tel Legal Tech qui me dit que… », ce sera le syndrome Doctissimo, et les gens vont venir en étant convaincus d'avoir une consultation par une IA. Et donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut vraiment arriver à aborder, cadrer et vérifier, bien évidemment, dans le respect de la déontologie de la profession et de tous nos enjeux. Donc, on voit qu'à la base, et on y revient, ça va être la formation et vraiment développer l'esprit critique, l'interprétation. Tout ça. Oui, et j'ajouterais d'ailleurs que l'esprit critique, effectivement, c'est
très très important, et à mon sens, sans esprit critique, on ne pourra pas utiliser à bon escient les outils d'IA. On a besoin absolument de garder notre esprit juridique pour prendre de la hauteur sur les réponses que l'on reçoit des IA, et pour apporter notre propre valeur ajoutée. Et donc ça pose effectivement la question de la formation des étudiants. Déjà, bon, c'est un détail, mais à mon sens, et je suis la première à le dire, mais je l'entends de plus en plus, on parle déjà d'enseignement classique, qu'on a reçu un enseignement classique, et quel va être l'enseignement, comme si il y avait un avant et un après dans l'enseignement que l'on donne sur la formation que l'on donne sur l'IA. Et je pense que déjà, ça, c'est un écueil. On doit absolument rester, il me semble, on devrait rester sur l'enseignement que l'on a tous reçu ici, pour être sûr d'avoir des juristes. Les juristes de demain, c'est des juristes qui ont un esprit encore plus critique que nous aujourd'hui, qui n'avons pas eu recours à l'IA dans nos études. Et voilà. Et sans cet esprit critique, on n'aura pas de bons juristes. Et l'IA, c'est un outil, donc ça répond à la définition de l'outil. On l'a à côté de nous en support, et on doit l'utiliser donc comme un outil support, et non pas comme quelque chose qui révolutionne la manière, en tout cas, d'apprentissage, dans la manière de travailler tous les jours, et j'entends pour le gain de temps, de productivité, d'efficacité, oui, mais dans l'apprentissage des juristes, non, cela doit absolument être un outil et un support, à mon sens. Je ne peux qu'abonder à tous les sens et les éléments qui ont été abordés jusqu'à maintenant. Et nous, quand nous recevons les stagiaires, qui est notre préoccupation actuelle, mais en fait, la difficulté qui se pose, c'est que comme les avocats sont en train de se former pour leur propre utilisation de l'intelligence artificielle, il est difficile pour le moment d'avoir ce recul pour dire comment est-ce que nous, maintenant, on va former nos stagiaires ou nos jeunes, tout en gardant cet esprit critique qui est essentiel et qu'on a eu grâce à l'enseignement. Alors, ce que l'on leur dit, quand on reçoit nos stagiaires, on accueille quand même un certain nombre, on leur dit surtout d'abord de garder cet esprit critique et leur dire, si vous n'avez pas accès à l'intelligence artificielle chez nous, mais ils ont quand même ChatGPT et d'autres outils, et si jamais vous faites quelque chose, une recherche, et que vous tous utilisez l'intelligence artificielle, dites-le. Surtout, ne le cachez pas. Vous dites que vous avez utilisé un outil, et comme ça, on peut d'abord faire attention de ce que vous avez fait, et ensuite vous aider à corriger ou à compléter ou à vous accompagner dans l'utilisation de cet outil. Transparence. Plutôt que de cacher ou que de le faire vite et le faire passer comme un propre, comme un travail propre. Je pense que c'est effectivement dans ce sens un petit peu, pas diabolisant les outils, mais plutôt en les encourageant à plus tard les utiliser avec notre accompagnement, qu'on peut réussir à trouver une solution à ce processus, parce que de toute façon, il va falloir avoir des stagiaires. Les gens disent, mais on n'aura peut-être plus besoin de stagiaires. Mais si, c'est notre vivier pour demain. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a plus besoin ou que les outils vont les remplacer. Donc, voilà, c'est toute la difficulté de nos prochaines années pour pouvoir répondre à cette difficulté de garder l'esprit critique qui est tellement important pour tout, pas seulement pour le droit. Et aussi pour le quotidien. Tu peux rajouter en tant que jeune quelque chose? Alors oui, les compétences de demain, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment le choix. Les professionnels du droit vont devoir se former encore plus à comprendre comment l'IA raisonne pour pouvoir détecter. On a la chance d'avoir des experts dans tous les domaines du droit. C'est à ces experts-là de comprendre comment fonctionnent les outils d'IA pour savoir si il faut modifier
une étape intermédiaire dans le raisonnement de l'IA pour avoir une réponse plus concrète ou non. Donc aujourd'hui, on est obligé un petit peu d'aller se former encore plus sur les solutions d'IA. On peut pas laisser cela de côté. Et l'autre chose, c'est qu'il faut qu'on développe de nouvelles méthodologies de travail. On peut s'inspirer des méthodologies de gestion de projet qui permettent d'avoir un processus clair. Si on prend par exemple un projet juridique, il faut qu'on détermine à quelle étape l'être humain entre en jeu, à quelle étape l'IA entre en jeu et qu'on ait ce processus tout le temps. Ça permet d'avoir, dans un premier temps, déjà de savoir ce qu'on a gagné avec l'IA pour pouvoir savoir quel ROI exact on a. Parce qu'on dépense dans les outils d'IA, mais aujourd'hui, tout le monde a des solutions d'IA, mais on ne sait pas le retour qu'on a. Donc, pour avoir ces KPI, avoir un processus clair, savoir à quel moment l'IA interagit, pour savoir comment, derrière, combien de temps on a gagné, combien ça nous coûte et qu'est-ce qu'on en gagne. Aujourd'hui, on a des avocats avec lesquels on fait des tests qui nous disent « Ah ben ça m'aurait pris 3 jours, là je l'ai fait en 10 minutes. » Donc ça fait quand même du temps gagné. Mais il faut avoir un processus clair pour pouvoir déterminer ces KPI. Et pour les formations juridiques, ce qui serait peut-être intéressant, c'est dans les facs, de pouvoir utiliser les outils avec les étudiants. On peut avoir des sessions où on travaille sur une journée avec l'IA. Le lendemain, on fait la même chose sans IA. Ça permet aussi aux étudiants de donner leur avis sur comment l'outil a procédé, qu'est-ce qu'eux, ils auraient fait autrement. Donc, on peut que se former en continu en espérant que ces outils d'IA soient de plus en plus efficaces. Mais ça, il faut que ça vienne de nous aussi. Je vais rebondir sur ce qui a été dit par mes collègues et donc répondre à votre question. Effectivement, je pense comme vous que la formation ne doit pas être modifiée sur tout ce qui permet aujourd'hui de démontrer et de développer l'esprit critique. Par contre, je pense que c'est de plus en plus le rôle de l'entreprise et le rôle des cabinets d'avocats, peut-être en rajoutant à la fin du cursus universitaire une année obligatoire d'apprentissage ou autre, parce que c'est vrai que la critique la plus récurrente, c'est que quand on sort de la fac, malheureusement, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, que ce soit en entreprise ou en cabinet d'avocats. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de rajouter une année d'apprentissage. Je vois quelques réserves à l'apprentissage de l'IA à la fac. C'est qu'aujourd'hui, il y a une démultiplication des outils d'IA, c'est ce que vous disiez à l'instant. Donc au final, il y a quelqu'un qui va venir et puis vous allez apprendre à vous servir de tel logiciel. Mais en fait, derrière, vous allez aller dans une entreprise, on va en utiliser un autre. Et puis on va avoir un logiciel en interne parce qu'il y a telle contrainte sur les données RGPD, sur ceci, sur cela. Donc il doit y avoir une acculturation, à mon sens, à la faculté pour bien sûr, justement, ne pas craindre l'outil. En revanche, je ne pense pas que ce soit le lieu pour apprendre à utiliser l'outil en lui-même. Après, j'ai déjà plusieurs années d'expérience et peut-être que ça vient apporter un biais. Donc ça, c'était le premier sujet pour répondre à ce qui avait été dit. Et le deuxième, je tiens quand même à préciser quelque chose. J'avais dit en préambule que je distinguais 2 titres d'IA, celles qui étaient en interne, en externe. Mais finalement, ces deux-là, à mon sens, peuvent se rejoindre lorsqu'elles sont effectivement complètement cadrées. C'est ce que vous avez tous aussi mis en avant. Ma plus grande crainte, finalement, c'est ce qui est l'IA générative. Et attention, ma crainte, elle ne se situe absolument pas sur le fait que cette IA vienne surpasser le juriste. C'est bien l'inverse. J'ai peur que ça vienne le limiter. J'ai peur que ça vienne le brider. Parce que, in fine, en venant déléguer à l'intelligence artificielle un certain nombre de tâches, que ce soit un compte-rendu de réunion, que ce soit une interprétation de jurisprudence ou encore rédiger un contrat, petit à petit, j'évoquais tout à l'heure la paresse intellectuelle, petit à petit, on va oublier comment faire ces choses qui aujourd'hui composent notre quotidien. Et petit à petit, justement, même si on a tous suivi cette fameuse formation initiale, si on ne pratique pas, on va perdre ce qui fait l'essence même du juriste. Au-delà de ça, ce qui me dérange au niveau de l'IA générative, c'est qu'au final, comment est-ce qu'on peut se construire dans un monde où la pensée serait finalement dictée par l'IA ? Je m'explique. Aujourd'hui, on a de plus en plus, et vous aviez évoqué, Madame le professeur, le rapport du Sénat sur la question, on parle aussi de l'IA qui va permettre de manière, l'IA prédictive qui va vous dire vos chances de gagner, etc.
Nous, donc encore une fois, c'était de conseil, hein, ça nous est arrivé d'accompagner nos clients. On avait un litige avec l'administration fiscale. Bon, tribunal administratif, on perd. Bon, cour administrative d'appel, on perd. Bon, Conseil d'État, on gagne. Qu'est-ce qu'une IA m'aurait dit ? En fait, je pense que ce qui fait la force du juriste, et je l'ai déjà dit, c'est l'esprit critique, mais c'est aussi la conviction. Et une IA n'aura jamais de conviction. C'est-à-dire que parfois, vous êtes convaincu du bien fondé de votre demande, et oui, c'est vrai, le droit actuel, tel que vous le lisez, vous dit non. Mais on le voit, le droit, il évolue parce que la société évolue. Et on le voit, il y a les revirements de jurisprudence, il y a aussi donc la loi qui évolue, il y a la doctrine. Et ça, je ne pense pas que l'IA puisse l'anticiper. Et c'est aussi, encore une fois, toute la force du juriste. Et c'est pour cette raison que la formation, encore une fois, à mon sens, doit rester telle qu'elle est aujourd'hui, tout en intégrant naturellement cette éducation à l'IA pour ne pas la craindre, mais aussi pour ne pas la laisser prendre une place trop importante qu'elle ne devrait pas avoir. Et la dernière réflexion que je vous propose pour conclure cette table ronde, en tout cas pour ma part, c'est que je me pose la question de qui sera ce juriste surpuissant qui va finalement estimer quelle est la pertinence des données d'entrée, qui va venir tester, qui va venir éduquer ce système d'IA pour à la fin justement venir dicter quelle est la bonne réflexion à retenir. Je parlais tout à l'heure de potentielle uniformisation. Quand vous faites le test avec un moteur de recherche, vous avez beau taper les mêmes mots-clés, ce ne sont pas les mêmes résultats qui sortent. Et en fait, justement, on a quand même un risque à ce niveau-là. Et en fait, finalement, au-delà de l'IA, au-delà du droit, au-delà de tout ça, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est quel est le monde dans lequel on veut évoluer demain ? Et justement, quelle place on va accorder non pas à l'IA, mais à l'humain ? Je vous remercie infiniment pour vos retours très riches. Merci beaucoup.